Je confirme qu'il y a 3 ans, lorsque l'on s'est croisé dans les rues de l'ancienne Flash et qu'il m'a posé cette question d'apparence anodine, mais très lourde de sens, le 10 janvier et après, qu'est-ce qu'on fait? Je crois que la réponse immédiate que je lui ai faite ce jour-là est la logique dans laquelle je suis toujours jusqu'à aujourd'hui et qui montre en même temps aussi le type de communication que je vais avoir. En substance, qu'est-ce que je lui ai dit? Le 10 janvier et après. Et après, moi, je suis enseignant ici avec une casquette qui me fait spécialiste des questions éducatives. Donc je lui ai dit, et après, comment faisons-nous pour que sur le plan éducatif, nos valeurs soient prises en compte? Il est vrai que cette question, on peut l'appréhender sous plusieurs angles, sous l'angle historique, sous l'angle sociologique dans lequel il est. On peut aussi l'appréhender sous l'angle éducatif. Et donc sur le plan éducatif, que faisons-nous pour que le 10 janvier ne soit pas une journée exclusivement folklorique? Là est toute la question. Je suis très heureux d'être ici et je suis extrêmement surpris des visages que je vois parce que je ne m'y attendais pas, c'est-à-dire de retrouver des gens non seulement d'une certaine obédience religieuse, j'allais dire spirituelle, mais aussi d'un certain âge déjà, ce qui pour moi est encore flatteur et montre combien c'est important cette thématique-là. Mais si je suis surpris, c'est parce qu'en vérité, je m'attendais à retrouver plus d'étudiants. Plus d'étudiants. Pour moi qui est donc ce profil que je viens de vous décliner, je pense que c'est beaucoup plus sur nos jeunes frères. Non pas qu'il ne faille pas parler aux adultes, non. Mais c'est beaucoup plus à nos jeunes frères et à nos enfants que nous devons commencer à avoir un discours éducatif dans le sens dans lequel on n'est pas allé jusqu'à présent. Et quand à ce genre de rencontres, ils sont absents, j'estime qu'il y a un gros manque à gagner. Je sais qu'en sociologie, les étudiants sont extrêmement nombreux et c'est la raison pour laquelle j'estime qu'il devait avoir plus de monde. La plupart de ceux qui se présentent à ce genre de conférences sont déjà plus ou moins des gens gagnés d'avance, des acquis à la cause. Or, ceux qu'il faut convaincre à réapprécier leur façon de voir les choses, c'est ceux qui ne sont pas là. Je suis très meurtri de constater, même, et là cette fois-ci j'inclus tout le monde, même au niveau des adultes, et je vais dire, même au niveau des universitaires que nous sommes, que nous avons souvent tendance à être très intelligents, à faire preuve d'intelligence et de raisonnement cartésien, pour reprendre cette expression. Mais dès qu'on commence à aborder les questions religieuses, on devient tous épidermiques. Et il y a des gens qui ont un revirement de comportement qui ne s'explique pas. Et ce comportement, je m'excuse de le dire ainsi, c'est un constat, s'observe beaucoup plus au niveau des gens qui se réclament des religions abrahamiques, essentiellement du christianisme, de l'islamisme. Et depuis un moment, j'ai tendance à dire que l'on est arrivé à nous convaincre justement et à instiller en nous ces sentiments-là d'un double cerveau que nous avons. Nous avons un double cerveau. Il y a un cerveau qui est normal, qui est logique, qui est cartésien, qui réfléchit correctement, et puis il y a un cerveau religieux qui est à part. Le cerveau religieux ne veut rien entendre de ce que dit le cerveau normal. C'est dire quoi? Que vous prenez des gens qui vous mènent des raisonnements logiques, des raisonnements simples, des raisonnements cohérents,
Mais dès qu'on commence à leur dire, appliquez ce raisonnement cohérent à la religion dont vous faites à la limite le zèle, vous les commencez à entendre, vous les voyez dire non, 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 pas question, ça ne s'applique pas, c'est une question de foi, il faut prendre ça comme tel. Or, nous les scientifiques, nous sommes ceux qui le plus doivent pouvoir arriver à montrer que science et religion font une même entité. Et je crois que les praticiens de nos religions endogènes qui sont dans la salle pourront confirmer qu'en vérité, tout ce qu'on nous présente comme étant des manifestations occultes sont en vérité des manifestations scientifiques, scientifiquement démontrables. J'ai intitulé ma communication d'aujourd'hui « La rééducation du noir ». Un impératif spirituel pour une meilleure perfectibilité de soi. C'est un titre académique universitaire et j'ai l'intention, dans les mois à venir, d'écrire correctement un article. Mais j'avoue, et je l'avais déjà dit aux collègues à Sogba, puisque je me disais que c'était un échange à bâton rompu, je n'ai pas préparé un texte structuré. Mais j'ai quand même préparé un petit résumé sur la base duquel je vais faire ma petite démo. Les livres que vous voyez là, j'ai pris souvent l'habitude de venir, quand j'ai des échanges, et je sais qu'il y aura beaucoup d'étudiants, j'ai pris souvent l'habitude de venir avec des livres simplement pour leur montrer qu'ils doivent faire leur boulot d'étudiant. Vous êtes étudiant, étudiez. Et si vous étudiez correctement, si vous lisez les documents, parce que toutes les informations que je pourrais éventuellement expliquer ou exprimer ici se trouvent toujours dans les livres. Et si vous lisez, vous serez un tout petit peu moins dupe. J'ai donc emmené un certain nombre de livres que je vais présenter. On ne va pas les lire entièrement, même si j'entends lire quelques morceaux, histoire de vous montrer aussi concrètement ce qui souvent est écrit dans les documents. Il est impératif de rééduquer le noir si l'on veut espérer un développement humain qui conditionnerait le développement socio-économique et culturel. C'est ce que j'ai appelé la perfectibilité de soi. Soyons convaincus d'une chose. Nous n'irons nulle part si, à notre propre niveau intrinsèque, nous ne changeons pas de mentalité, une mentalité qui soit en vérité intrinsèque à nous-mêmes. C'est la raison pour laquelle le fait que de nombreux Béninois aient toujours en horreur leur propre culture, précisément les valeurs religieuses et spirituelles, est à mettre en lien avec l'éducation reçue en famille et à l'école. Je dis bien le fait que de nombreux Béninois aient toujours en horreur leur propre culture. Excusez-moi, hein, j'ai déjà fait un constat tout de suite là quand je suis entré. Il y a des gens qui sont venus et qui ont... Bon, je vais parler de façon un peu plus voilée pour que des gens ne se sentent pas indexés. J'allais dire quelque chose de très précis que j'ai constaté, mais je vais le dire autrement. Il y a des gens qui sont dans cette salle et qui sont en train d'invoquer Jésus-Christ. Là, maintenant, nous sommes dans la salle. Je m'excuse vraiment, hein, je ne veux pas du tout attaquer quelqu'un, mais c'est un comportement pathologique. Simplement parce que nous faisons preuve de... Comment j'allais dire, nous avons le syndrome de Stockholm, qui est une expression des traumatismes. D'accord? Des traumatismes vécus dans l'histoire. Et je vais en venir. Je disais donc que les valeurs religieuses et spirituelles dont nous faisons preuve de plus en plus et qui sont donc issues de la religion abrahamique sont à mettre en lien avec l'éducation reçue en famille et à l'école. Mais surtout, l'école, dans ce qu'elle nous a inculqué de notre propre histoire, a profondément déséduqué, nous a profondément déséduqués, et c'est là tout le drame de notre errance.
s'il y a des historiens dans la salle, je voudrais les supplier de mettre davantage au programme les résistances et les razzias qu'il y a eu au programme pour que l'on arrête de penser que nous avons vendu nos frères par le passé. Il faut que cela s'arrête. Parce que c'est à force de nous éduquer de cette manière-là que nous intériorisons et que nous incorporons un certain nombre de réalités qui sont fausses. Et que l'Occident a beau jeu de continuer à nous inculquer parce que cela fait son affaire. Nous errons parce que nous ne savons plus qui nous sommes. Nous errons à cause de ce que l'esclavage et la colonisation ont fait de nous et que nous ne sommes toujours pas parvenus à régler. C'est en cela que je parle de traumatisme. Nous pensons que l'esclavage, c'est 1500, 1600, ça ne vaut plus la peine d'en parler. À quoi cela sert-il de toujours retourner dans le passé? Et on pense s'être débarrassé de cela. C'est absolument faux. Nous ne nous sommes toujours pas débarrassés des séquelles de la colonisation. Je ne le dis pas pour que nous restions 6 siècles en arrière. Je le dis pour que nous soyons conscients de cela et que nous acceptons de guérir. Parce que tant que nous n'allons pas guérir, nous allons continuer à errer. Et donc, l'esclavage et la colonisation nous ont laissé des séquelles. Les traumatismes se transmettent par éducation. Et notre système éducatif est toujours traumatisant par son contenu. Pourquoi notre système éducatif est toujours traumatisant par son contenu? Je pourrais faire toute une journée là à vous le démontrer. Mais concrètement, regardez ce que l'on continue à enseigner à nos enfants. Dans une communication précédente, j'ai dit que dans le livre de CM2 de mathématiques qu'on enseigne à nos enfants aujourd'hui, en 2021, au primaire, on continue toujours de leur demander de calculer la superficie de la tour Eiffel. On continue de leur demander de calculer à travers des opérations mathématiques le nombre de Parisiens se baladant sur la Seine. Ce que je vous dis, je n'invente pas, c'est dans les livres de mathématiques de nos enfants au CM2 actuellement. On transmet donc les traumatismes. C'est pour ça que je dis que sur le plan éducatif, nous sommes toujours des siècles en arrière, parce que nous ne sommes pas guéris de cela. Et c'est parce que nous souffrons du syndrome de Stockholm que nous nous comportons comme nous nous comportons là. C'est-à-dire quoi? C'est quoi le syndrome de Stockholm? Le syndrome de Stockholm, c'est le syndrome de cette personne-là qui a été victime d'un bourreau, mais qui a fini par aimer son bourreau et qui défend tellement son bourreau que le bourreau n'a plus rien à faire. Il suffit simplement pour le bourreau de rester loin de lui et la victime le défend. C'est ce que nous faisons encore aujourd'hui. Nous devons régler cela pour réapprendre à nous aimer. Parce qu'en fait, ce sont des signes d'un désamour de nous-mêmes. On ne s'aime pas. Mais comment vous voulez aller de l'avant si vous ne vous aimez pas? Mais vous ne vous aimez pas parce que vous ne vous connaissez plus. C'est un lien. Et si vous ne vous connaissez pas, vous ne pouvez pas avoir une estime de vous. Donc, le fait que nous ne sommes pas en train de nous développer aussi est en lien avec cette errance-là que nous vivons. On ne s'aime pas. Si on s'aimait, je ne parlerais pas de mon ancêtre Shango et quelqu'un me dirait sang de Jésus. On ne se connaît pas, on ne s'aime pas. Nous devons donc régler cela pour réapprendre à nous aimer, pour mieux nous connaître et mieux comprendre l'héritage ancestral. La connaissance de soi est un droit dont les champions des droits de l'homme parlent très peu, alors qu'il est le droit le plus important. Les champions des droits de l'homme, je veux nommer la France et tous les pays occidentaux qui l'accompagnent et qui passent toujours pour donneurs de leçons, alors qu'on voit bien que la barbarie se trouve
de l'autre côté. Et Cheikh Anta Diop a écrit « Civilisation ou barbarie ». C'est parce que nous ne nous connaissons pas que nous nous projetons toujours dans les autres. Je dis bien, c'est parce que nous ne nous connaissons pas que nous nous projetons toujours dans les autres. Et c'est cela qui fait que nous sommes toujours les vrais des autres. C'est dire, oui, c'est nous les vrais chrétiens, c'est nous les vrais musulmans, c'est nous les vrais juifs, c'est nous les vrais blancs, c'est nous les vrais français, c'est nous toujours les vrais des autres. Mais nous ne sommes jamais les vrais Africains. Ama Mazama a dit quelque chose qui tombe tellement sous le sens que ça fait même à la limite rire. Est-ce qu'il vous viendrait à l'idée d'accepter qu'un Chinois s'appelle Roger Delachaire? Vous voyez un Chinois, il se présente à vous, il dit, vous lui dites, il s'appelle comment? Il dit, je m'appelle Roger Delachaire. Ou bien je m'appelle Christian de Chavannes. Vous allez le regarder, vous allez dire, mais vous êtes Chinois? Comment vous pouvez vous appeler comme ça? Il n'y a qu'en Afrique que les Africains portent fièrement les noms des autres. Pour que cela change, il faut changer le paradigme éducatif en remettant à l'endroit notre histoire et nos langues. Voilà globalement ce que j'ai envie que vous reteniez de ma communication. Mais je vais finir cette communication. Il est vrai qu'on m'a dit que je peux parler tout le temps, mais je ne vais pas parler tout le temps parce qu'il faut laisser les autres aussi intervenir. Mais pourquoi ces livres sont là? Je vais vous les expliquer. J'avais l'intention, et je le ferai quand l'occasion me sera donnée, d'abord de vous lire un passage pour démontrer tout ce que je viens de dire d'Abdou Moumouni. Et c'est pour ça que j'invite les étudiants. Le travail que je fais maintenant, c'est un travail avec les étudiants pour leur montrer que les informations se trouvent dans les documents. Voici un passage que Abdou Moumouni a écrit depuis 1964, mais qui prévaut aujourd'hui encore dans l'éducation en Afrique. À propos du contenu de l'enseignement, je vous ai parlé tout à l'heure du contenu de nos enseignements qui continuent toujours à transmettre les traumatismes. Je lis Abdou Moumouni. L'enseignement était tout entier dispensé en français. Non seulement il était formellement interdit aux maîtres de faire appel aux langues africaines, mais les élèves eux-mêmes étaient menacés de sanctions disciplinaires quand ils s'exprimaient en langue maternelle dans l'enceinte de l'école. Nombre d'Africains ont connu, enfants, la hantise et la peur du symbole qui circulait toute la journée de main en main pour échapper en fin de classe dans celle de l'élève que le sort aura désigné à coups et aux gifles du maître. Un petit commentaire sur cette portion-là de Abdou Moumouni. Aujourd'hui, c'est pire parce que nos enfants sont au Bénin, ici, et ne parlent plus du tout nos langues nulle part. Avant, on se disait que la rue va se charger de leur apprendre tout au moins les langues nationales. Mais même la rue aujourd'hui ne parle plus. L'école, on ne parle plus du tout nos langues. C'est donc pire que par le passé. Je recite encore Abdou Moumouni. Les programmes et les manuels de l'époque montrent que tout dans l'enseignement visait à convaincre le jeune Africain de l'infériorité congénitale du noir, de la barbarie de ses ancêtres, de la bonté et de la générosité de la nation colonisatrice qui, mettant fin à la tyrannie des chefs noirs, a apporté la paix, l'école, le dispensaire, etc. C'est particulièrement en histoire que se faisait sentir l'emprise de falsification et de mystification dans la formation du jeune Africain par l'enseignement colonial. L'histoire, discipline stratégique importante. L'histoire. Combien d'Africains se souviennent toute leur vie des mensonges et contre-vérités qu'ils ont récités sans rien y comprendre? Nos ancêtres les Gaulois. Chantons les chefs si braves qui prirent Samori. Aujourd'hui, quand on refait l'histoire, on réalise que Samori était un Lumumba avant l'heure.
plus de fer, plus d'esclavage à nos vainqueurs. Merci. Dans ces colonies, la France traite les indigènes comme ses fils. C'est ce qu'on nous a inculqué, c'est ce qu'on nous a signalé. Vous voyez donc que ce message qui est contenu dans ce document date toujours, ou du moins